Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. On a eu quelques petits soucis de caméra. J'espère que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien. Sinon, n'hésitez pas à mettre un message dans le chat et on va régler les détails techniques. En tout cas, on est ravis d'organiser ce webinaire. Je suis Louisiane Guézel, je suis responsable de l'innovation chez Écoterie. Je vais vous présenter rapidement ce qu'on fait chez Écoterie. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner quelques clés pour que vous puissiez penser la biodiversité en entreprise et comprendre les interdépendances, donc les impacts et les dépendances entre les entreprises et la biodiversité. On est parti pour 45 minutes à 1 heure de webinaire. Je vous invite à écrire vos questions dans le chat et on y répondra à la fin. Voilà. Et dernier point, on vous enverra bien sûr le support de présentation à la suite du webinaire. Alors, je vais commencer tout de suite si ça fonctionne bien. Hop. Alors, j'arrive pas à passer les slides. OK. Donc, chez Écoterie, on met en place des solutions fondées sur la nature. Je vais vous faire 2-3 slides de présentation de ce qu'on fait pour que vous compreniez l'objet de ce webinaire. Donc, on met en place des solutions fondées sur la nature. Ça veut dire qu'on va, avec nos équipes forestiers et experts biodiversité en interne, on va mettre en place des actions pour protéger, gérer durablement et restaurer des écosystèmes. Très concrètement, ça veut dire qu'on peut mettre en place de la restauration, par exemple, de zones humides, développer la pollinisation via des projets spécifiques, type mise en place d'une haie mellifère, donc une haie avec certaines fleurs spécifiques qui vont favoriser la pollinisation, des haies fruitières, des jachères fleuries, etc. Et en parallèle, on travaille à planter et gérer durablement des arbres, que ce soit dans des forêts ou dans des parcelles agricoles via de l'agroforesterie. Dernier point, on a lancé récemment, suite aux différents incendies qui ont eu lieu l'été dernier, une offre qui vise à restaurer, accompagner en tout cas des propriétaires qui ont été touchés par les incendies dans leur forêt. Et donc, on les accompagne là-dessus. Donc ça, c'est ce qu'on fait sur le terrain. On a à peu près 1000 hectares sous gestion et on finance tout ça grâce à la contribution de tous, de particuliers et d'entreprises. On a 1500 entreprises clientes et 60 000 clients particuliers. Ils peuvent contribuer à nos projets de plusieurs façons, ou en contribuant à de la plantation d'arbres sous des crédits carbone haute qualité. Haute qualité parce qu'on est dans une approche de gestion durable. Je vais y revenir. On propose aussi aux entreprises de devenir propriétaires d'arbres et donc de soutenir cette gestion durable qu'on applique. De contribuer à des projets de biodiversité, donc spécifiques à chaque écosystème, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et puis, dernière chose, on a la chance donc d'avoir des experts biodiversité, des forestiers, des experts du carbone, et on a décidé de mettre à disposition des entreprises nos connaissances parce qu'on pense que c'est fondamental qu'on développe tous nos connaissances sur ces sujets de transition écologique. Donc, on a une offre de formation aussi à destination des entreprises. Donc, très concrètement, on met en place des projets sur le terrain. On fait financer ça par les entreprises et les particuliers via différentes offres que je viens de vous présenter. Et on a une approche de gestion durable qui est importante et sur laquelle je vais insister. On réfléchit à la gestion des écosystèmes en prenant en compte l'environnement au sens global, c'est-à-dire qu'on va penser la biodiversité, la séquestration carbone, lutter contre les pollutions. Donc, on va par exemple utiliser des intrants d'origine naturelle, développer une sylviculture mixte à couvert continu, c'est-à-dire qu'on va favoriser la sylviculture avec plusieurs essences et à couvert continu en futaie régulière. Donc, l'objectif, c'est de soutenir la régénération naturelle des arbres. On va aussi chercher à avoir un impact sur la filière bois. On travaille beaucoup dans les écosystèmes forestiers, comme je le disais, et on pense que c'est important de participer à cette filière bois qui emploie
420 000 personnes en France. Et donc, l'objectif, c'est de travailler avec des scieries locales, de travailler à la relocalisation de la filière bois. Dernière chose, on est connu pour notre impact sur l'environnement, mais on va aller plus loin en incluant des personnes en situation d'insertion et de handicap au maximum sur nos projets. Donc ça, c'était pour faire une petite présentation rapide de nos activités et le pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on connaît un petit peu la biodiversité et on veut vous apporter des clés sur le sujet. Alors, si je commence par vous présenter les interdépendances entre la biodiversité et les entreprises, avant tout ça, avant toute chose, je pense que l'objectif, c'est déjà de revenir sur ce que c'est la biodiversité. Parce qu'on en parle très, très peu. Aujourd'hui, on commence à parler très régulièrement du climat, notamment dans les médias, même s'il y a encore beaucoup de choses qui sont mal connues. Mais alors, la biodiversité, c'est encore moins connu. Et donc, c'est trois choses, la biodiversité. C'est la diversité des écosystèmes, la diversité génétique et la diversité des espèces. En gros, c'est toutes les connexions entre les écosystèmes, les espèces et la diversité génétique. Et tout ça, ça crée des écosystèmes et des dépendances qui vont créer la biodiversité. Et nous, on pense que la biodiversité ne doit pas se faire sans penser le climat et de façon inverse, on pense que le climat est lié à la biodiversité. Je donne un exemple très concret. Les arbres ou les sols qui sont en bonne santé permettent d'avoir un impact positif sur la biodiversité, mais permettent aussi de séquestrer du carbone. Et l'objectif, c'est et donc de lutter contre le dérèglement climatique. Et donc, l'objectif, c'est de penser les deux de façon connectée. Et c'est ce qu'on essaye de faire chez Écoterie et de promouvoir. Donc voilà, en tout cas, en deux mots sur ce que c'est que la biodiversité. Et donc, ce n'est pas juste des manchots empereurs et des tigres, contrairement à ce que des fois on voit comme messages qui sont véhiculés. Et en fait, cette biodiversité, elle nous apporte énormément de services. Elle nous apporte des services d'approvisionnement. Donc aujourd'hui, l'alimentation est permise grâce à la biodiversité, l'approvisionnement en bois aussi, tout ce qui est le secteur de la cosmétique, de l'énergie, du textile dépendent de la biodiversité. Il faut savoir que plus de la moitié, 55% du PIB mondial dépend des services écosystémiques, donc des fonctions rendues par la biodiversité. Et ça, c'est fondamental. Ça prouve qu'on en dépend vraiment. Et donc, il faut la protéger. Et la biodiversité, elle nous permet aussi des services culturels, c'est-à-dire que c'est grâce à ça, entre autres, qu'on a du tourisme dans certaines régions, pour donner un exemple très simple et concret. Et elle nous permet bien évidemment d'apporter des services de régulation, notamment de filtration de l'eau via le sol, d'absorption du carbone via les arbres, etc. Donc, en fait, la biodiversité nous apporte énormément de services, que ce soit pour notre PIB, pour nos activités, mais aussi pour lutter contre le dérèglement climatique ou pour, en tout cas, lutter contre l'atteinte des limites, des 9 limites planétaires. Donc ça, c'était pour vous dire à quel point on en dépend. Le problème, c'est que la biodiversité s'érode. Et ça, c'est désastreux. Et il y a 5 grands facteurs d'érosion de la biodiversité. Il y a la destruction des habitats, la surexploitation des ressources naturelles, le dérèglement climatique, les pollutions de l'eau, de l'air, des sols, et les espèces exotiques envahissantes. Ça, c'est les 5 grandes pressions sur la biodiversité. Et aujourd'hui, ça fait qu'il y a 70% des espèces terrestres qui sont menacées, 45% des espèces marines. Et donc, on voit très clairement que la biodiversité s'érode à une vitesse incroyable, qu'elle arrive aussi vite que le dérèglement climatique et que pourtant, on ne lutte pas suffisamment pour protéger la biodiversité. Alors, là, on a compris globalement ce que c'est que la biodiversité, pourquoi on en dépend. On a compris que la biodiversité s'érode. C'est important de faire un focus sur le lien entre les entreprises et la biodiversité. Ce que j'ai dit, c'est que le PIB dépend des services écosystémiques permis par la biodiversité. Ça veut dire que les entreprises dépendent de la biodiversité. En parallèle,
elles émettent des pressions sur la biodiversité parce qu'elles participent, mais comme tous aussi, on participe à parfois artificialiser des sols, on va participer à avoir des pollutions de l'air, de l'eau, des sols, à surexploiter des ressources, que ce soit directement ou via la chaîne de valeur des entreprises, donc via leurs fournisseurs par exemple. Et c'est important d'en prendre conscience. On a tous des impacts sur la biodiversité et pourtant on en dépend tous. Et donc il y a ce cercle entre biodiversité et entreprise qu'il faut vraiment comprendre, et c'est pour ça qu'on parle d'interdépendance. Alors, partant de ça, pourquoi est-ce qu'au final, aujourd'hui, la biodiversité n'est pas très connue dans le monde des entreprises, même si ça commence à se développer? La première raison, c'est que sur le monde du carbone, on a une unité universelle depuis assez longtemps qui s'appelle la tonne de CO2 équivalent. Et on ne l'a pas du tout dans la biodiversité. Pourquoi? Parce que justement, je disais que la biodiversité, c'est la diversité génétique, la diversité des écosystèmes et la diversité des espèces. La biodiversité, c'est très large, donc c'est dur d'avoir une seule mesure. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule mesure universelle qui permet de mesurer la biodiversité. Il y a plusieurs mesures et je vais y revenir, mais il n'y en a pas une qui a été adoptée en particulier. Donc ça rend la chose difficile. Certaines entreprises ne se rendent pas compte aussi qu'elles ont des impacts sur la biodiversité. Ça paraît pas assez anecdotique aujourd'hui encore. Elles se disent, mais j'ai beaucoup à faire sur le climat, ça va être compliqué de rajouter un champ de reporting sur la biodiversité. Je ne sais pas trop par où commencer, ou encore, je n'ai pas d'obligation sur la biodiversité, donc en fait, je ne préfère pas m'engager là-dedans tout de suite. Pourtant, il y a beaucoup de choses qui changent déjà. Et les entreprises prennent conscience de leurs impacts sur la biodiversité et de leur dépendance à la biodiversité, et notamment le fait que leur activité dépend de la biodiversité. Et ça, on l'a vu, nous, on a lancé un livre blanc qui est disponible sur notre compte LinkedIn, mais on a lancé un livre blanc pour étudier les pratiques des entreprises et notamment leurs mesures d'impact. Et on leur avait demandé pourquoi est-ce que vous mettez en place des projets de RSE? On pensait que la première raison allait plutôt être sur des questions de marketing, de communication. Et en fait, pas du tout. La première raison, c'était je veux pérenniser mon activité et je suis conscient des risques de ne pas prendre en compte l'environnement autour de moi parce que sinon, ça va avoir un impact sur mon business model. Donc, les entreprises prennent de plus en plus conscience de ça. Et ça fait que le sujet de la biodiversité commence à être pris. La deuxième chose, c'est que j'ai rencontré plusieurs entreprises qui ont dit, en fait, on a commencé à travailler sur le climat, mais on veut quelque chose de différent maintenant. On veut aller plus loin. On veut se différencier par rapport à nos concurrents ou auprès de nos collaborateurs. Et la biodiversité, c'est un moyen de toujours parler de transition écologique, mais sous un nouvel angle. Et donc, c'est pour certaines entreprises, en tout cas, c'est intéressant de penser la biodiversité via le prisme de la différenciation, donc de l'innovation et de la transformation. Il y a d'autres aspects qui font que les choses commencent à changer. Il y a le cadre réglementaire qui évolue, et ça, on va en parler, notamment via la CSRD. Et il y a des stratégies nature positive, ou en tout cas d'entreprises régénératives qui se développent. Alors, l'entreprise régénérative, c'est quoi? C'est le fait de penser non plus la RSE comme en tout cas une réponse à des obligations et à faire le minimum pour prendre en compte des sujets environnementaux et sociaux, mais c'est d'aller plus loin et de se dire, en fait, je vais contribuer, je vais même régénérer, c'est-à-dire que je vais diminuer mes impacts et contribuer à, par exemple, restaurer les écosystèmes. Et nous, on croit beaucoup à ça. Aujourd'hui, on pense que les stratégies nature positive ou les entreprises régénératives vont avoir un vrai impact et vont se différencier parce qu'elles auront certes diminué leur impact, mais contribué aussi à la restauration des écosystèmes. Et c'est fondamental puisqu'elles-mêmes dépendent de ces écosystèmes. Donc, les choses changent et ça, c'est super parce qu'aujourd'hui, la biodiversité doit absolument être prise en compte. Donc, je disais qu'il y a des obligations réglementaires qui évoluent et c'est l'occasion de parler de la CSRD. Vous avez peut-être entendu parler de cette réglementation, mais elle va transformer le reporting des entreprises et notamment sur la partie biodiversité. Alors,
globalement, la CSRD, qu'est-ce que c'est? C'est une loi qui a été signée à la fin de l'année 2022, qui fait partie du Green Deal, du Pacte vert européen. Et la CSRD vise à transformer le reporting des entreprises. Il y a environ 50 000 entreprises en Europe qui seront touchées par la CSRD. Et l'objectif, c'est d'avoir un certain nombre de normes qu'on appelle des ESRS qui vont structurer le reporting des entreprises. Alors, si on va plus en profondeur, la CSRD va avoir plusieurs secteurs de reporting. C'est ce que vous voyez. Donc, il y a un secteur gouvernance, un secteur social, un secteur environnement et un secteur plus généraliste. Et au sein de ces secteurs, il y a des normes, et c'est là qu'on appelle les normes ESRS. Et ce qu'on voit, c'est que dans la partie environnement, il y a plus uniquement le dérèglement climatique ou les pollutions qui étaient déjà quand même assez prises en compte, mais on va plus loin et on va demander aux entreprises de reporter sur leurs impacts sur l'eau, sur les ressources marines, sur la biodiversité, sur les écosystèmes, sur l'économie circulaire. Et ça, c'est une vraie avancée parce que aujourd'hui, on va enfin prendre en compte la biodiversité à l'échelle large. Alors, il y avait certaines réglementations, notamment sur le secteur financier, qui incitaient les institutions financières à prendre en compte la biodiversité. Mais là, on va aller quand même plus loin avec la CSRD. Donc, l'objectif, c'est effectivement de reporter sur ces différentes catégories. Il y a d'autres nouveautés dans la CSRD. Il y a le principe de double matérialité déjà qui est intéressant. La double matérialité, c'est quoi? C'est on va demander aux entreprises de ne pas uniquement reporter sur leurs impacts sur les différentes catégories que j'ai évoquées précédemment, mais aussi sur leur dépendance. Et ça, c'est une avancée parce que, comme je le disais, on dépend par exemple de la biodiversité. Et donc là, les entreprises vont devoir dire, voici mes impacts sur la biodiversité, mais voici aussi dans quelle mesure est-ce que la biodiversité peut affecter la pérennité de mon entreprise. Ça, c'est intéressant. Les impacts aussi, le reporting des entreprises va devoir être fait vraiment en lien avec le business model de l'entreprise. Toute la chaîne de valeur sera considérée. Donc, ça veut dire scope 1, scope 2, scope 3. Donc, depuis les fournisseurs à l'utilisation des produits ou services vendus par l'entreprise. Et il y aura beaucoup de transparence qui sera demandée aux entreprises, notamment via des audits du reporting qui seront assez poussés. Donc, je vous apporte quelques clés là sur la CSRD et on va venir, je vais vous présenter rapidement qui sera concerné plus précisément. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est que la biodiversité, et notamment les impacts et dépendances à la biodiversité, vont être inclus dans le reporting des entreprises et à l'échelle européenne. Et ça, c'est une vraie avancée. Qui sera concerné? Donc, ça commence la CSRD en 2024, sur l'exercice de 2024. Et petit à petit, de plus en plus d'entreprises seront concernées jusqu'à 2028. Alors, jusqu'à 2028, il va y avoir de plus en plus d'entreprises concernées, mais ça ne veut pas dire que le reporting s'arrêtera en 2028. Et donc, on aura d'abord des grandes entreprises qui seront concernées jusqu'à des PME cotées ou même des entreprises qui ne sont pas situées en Europe, mais qui ont certaines filiales basées en Europe. Là, on vous donne quelques clés et on vous enverra ce support de présentation. Nous, on n'est pas du tout un cabinet de conseil, on n'est pas expert du sujet. Ce que j'essaye de vous faire passer comme message, c'est l'importance de prendre en compte la biodiversité. Mais en tout cas, si vous avez besoin d'informations beaucoup plus précises sur ce que je dis, je suis sûre que des cabinets de conseil seront 1000 fois plus experts que moi sur le sujet. Donc, ça, c'est sur la partie réglementaire. Il y a une deuxième chose qui évolue et qui pousse les entreprises à reporter, c'est les cadres de reporting qui vont qui vont accompagner les entreprises et les structurer dans leur façon de penser leur stratégie biodiversité. Et ça, on va en parler juste après. Mais
On le voit à l'écran, là, il y a plusieurs cadres qui sont développés. Il y a le SBTN, la TNFD, le GRI qui prend en compte maintenant la biodiversité. Il y a plusieurs cadres. Et là, aujourd'hui, on a décidé de vous en présenter 3. Donc, ces 3-là. Et donc, c'est ce sur quoi on va rentrer en détail. Vous allez voir qu'on a même un expert du sujet qui va venir avec nous vous présenter ces cadres de reporting. Juste avant ça, je voulais revenir sur les mesures de la biodiversité. Je disais que c'est difficile pour une entreprise de mesurer son impact sur la biodiversité. Il y a de plus en plus d'outils qui se développent. Encore une fois, on n'est pas cabinet de conseil, donc je ne voudrais pas prôner un outil plutôt qu'un autre. Mais je vous invite, en tout cas, si vous réfléchissez à mesurer votre impact sur la biodiversité, à consulter ce document qui est sorti par l'Europe qui a été écrit par l'Europe et dans lequel il y a un tableau qu'on a trouvé très bien fait qui présente toutes les mesures biodiversité, sur la biodiversité, les mesures d'impact sur la biodiversité, pardon, qui peuvent être faites par les entreprises, sachant qu'elles sont classées selon différentes catégories, c'est-à-dire mesurer mon impact à l'échelle de mon entreprise, mesurer mon impact à l'échelle de mon produit, de mon service, de ma chaîne de valeur, de mes fournisseurs, etc. Donc, je vous invite à consulter ce document qui est plutôt bien fait. Et si vous posez des questions sur comment mesurer votre impact biodiversité, ça vous donnera un cadre assez large. Voilà, mais peut-être juste pour préciser, un exemple de métrique, c'est par exemple le Global Biodiversity Score qui a été lancé par la CDC Biodiversité, qui est un outil assez connu en France qui donne en tout cas une première vision de l'impact sur la biodiversité d'une entreprise. Donc, ça, c'est sur les impacts, comment est-ce qu'une entreprise mesure ses impacts sur la biodiversité. Mais au-delà de ça, il y a la stratégie biodiversité au sens large. Et c'est là où je vais revenir sur les cadres, les différents cadres. Et je vais inviter Paul, qui travaille chez Écoterie dans l'équipe innovation, à nous présenter les différents cadres de reporting de la biodiversité. Donc, Paul, la première chose, c'est on va présenter la TNFD. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que la TNFD? Oui, bien sûr. Alors, la TNFD, c'est l'acronyme pour Task Force on Nature-related Financial Disclosure. Donc, c'est un cadre qui va permettre aux entreprises de collecter de la donnée et c'est un cadre de reporting pour la biodiversité. Et donc, il y a plusieurs versions qui sont sorties au cours de l'année 2022 et la version finale de la TNFD va sortir en septembre 2023. La méthode LEAP, c'est le cœur de la TNFD. Il y a 4 étapes dans la méthode LEAP. Il y a la partie Locate, Evaluate, Assess and Prepare. Alors, comment ça marche concrètement? Chaque partie a des objectifs et des sous-parties différentes. Donc, tout d'abord, l'entreprise va va observer ses interfaces avec la nature et les écosystèmes avec lesquels elle interagit. Elle va ensuite hiérarchiser ces écosystèmes par ordre de vulnérabilité pour savoir sur lesquels agir en priorité. Ensuite, dans la partie Evaluate, elle va faire la liste de ses dépendances et de ses impacts. Donc, une dépendance, c'est un service écosystémique sur lequel l'entreprise s'appuie pour fonctionner. Et un impact, c'est un changement de l'état de la nature qui modifie la capacité de la nature à fournir ses services sociaux et économiques. Et donc, une fois que l'entreprise aura fait cette liste de dépendances et d'impacts, de ça va découler ses risques et opportunités liés à la nature. Et donc, elle va pouvoir savoir où agir concrètement dans la partie Assess. Et elle va aussi publier un plan d'action pour savoir comment atténuer ces impacts négatifs. Et enfin, dans la dernière partie, elle va publier ses résultats pour se mettre en marche. Donc, concrètement, comment ça se passe? Donc, on démarre à gauche du graphique avec les impact drivers qui peuvent venir de l'entreprise ou alors d'un acteur extérieur. Et alors, un impact drivers, qu'est-ce que c'est? C'est une quantité mesurable d'une ressource naturelle qui est liée à la production de l'entreprise. Donc, ça peut être par exemple une tonne de sable et de gravier pour la construction d'un bâtiment. Ou alors, c'est une quantité qui est issue de la production et des activités commerciales de l'entreprise,
Donc, ça peut être, par exemple, 1 tonne de CO2 émis lors de la construction d'une infrastructure. Et donc, ces impact drivers, ils vont altérer l'état de la nature, ils vont modifier les écosystèmes, et donc, de ça va découler une modification des services écosystémiques des écosystèmes. Donc, des services écosystémiques d'approvisionnement, de régulation, de maintien, etc. Et l'entreprise dépend de ces services écosystémiques. Et donc, il va y avoir un impact direct sur ses activités économiques. Et donc, ça va présenter un risque pour l'entreprise. Comment agir face à ça? Pour répondre à cette problématique, l'entreprise, elle doit éviter, réduire, atténuer ses impacts négatifs. Et la TNFD, elle va encore plus loin. Elle dit qu'il faut qu'elle participe à la restauration globale des écosystèmes avec des impacts positifs. Donc, les impacts positifs, ça passe par des actions de conservation, de restauration ou encore de solutions fondées sur la nature. Et ça va permettre à l'état de nature d'être restauré et donc de redonner, de restaurer les services écosystémiques. Du coup, donc ça, c'est pour la TNFD. Il y a un deuxième cadre, c'est le SBTN. Tout à fait. Donc, le SBTN, donc, c'est le Science Based Targets Network. Donc, c'est encore un cadre de reporting qui a été développé par des organismes environnementaux internationaux. Et donc, l'objectif, c'est de fixer des Science-Based Targets. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est des objectifs qui sont mesurables et datés et qui sont alignés avec les limites planétaires et les objectifs de durabilité mondiale. Donc, les ODD, les accords de Paris, le cadre mondial sur la biodiversité. Et donc, l'objectif, c'est de fixer ces SBT. Et donc, l'objectif derrière tout ça, c'est en fait de retrouver une régénérescence des écosystèmes totale en 2050. Et donc, le SBTN adresse les thèmes de la biodiversité, du climat, de l'eau douce, des terres et des océans. Alors, concrètement, comment ça marche? Il y a différentes étapes, il y a 5 étapes. Donc, la première, l'entreprise dans la ACES, elle va faire une liste de ses dépendances et impacts comme dans la TNFD. Elle va ensuite prioriser les lieux sur sa chaîne de valeur sur lesquels agir en priorité. Elle va fixer les objectifs qui sont mesurables et datés dans le temps. Et ensuite, elle va passer à l'action. Donc, elle va faire un plan d'action dans la partie acte et elle va publier ses résultats et suivre les progrès des mesures mises en place dans la partie 5. On va faire un petit focus sur la 4e partie, la partie acte, avec le texte AR3T. Donc, pourquoi AR3T? C'est pour les 5 pans du texte qui va être publié. Donc, Avoid, Reduce, Restore, Regenerate and Transform. Et donc, ça va permettre aux entreprises d'avoir des recommandations sur les actions à mettre en place. Et donc, concrètement, comment ça se traduit? Donc, sur le graphique de gauche, on voit qu'on a les 5 pressions de la biodiversité dont tu as parlé, Louisiane, juste avant, qu'il faut donc éviter de continuer à exercer ces pressions-là, les réduire. Et par-dessus ça, il faut aussi restaurer et régénérer les écosystèmes. Le SBTN, comme la TNFD, incite à aller plus loin pour restaurer les écosystèmes et la nature. Et il y a aussi l'aspect transforme. Donc là, il faut aussi, donc c'est quelque chose de plus transversal, transformer en profondeur le système à travers des biais technologiques, institutionnels, sociaux, pour vraiment atténuer les facteurs de perte de biodiversité. Et enfin, donc, le GRI, le Global Reporting Initiative. Donc, c'est une autre initiative volontaire qui existe, donc qui existe déjà, dont plus de 23 000 entreprises, il y a plus de 23 000 rapports qui sont publiés sur la plateforme du GRI. Et donc, en fait, c'est un cadre de reporting qui adresse plusieurs thèmes, dont la biodiversité. Et en fait, le texte sur la biodiversité est en train aussi d'être révisé pour être plus précis, plus complet. Et donc là aussi, dans la 5e partie du GRI pour la biodiversité, les entreprises sont incitées à tout d'abord à réduire et à minimiser leurs impacts, et ensuite à restaurer et régénérer les écosystèmes pour restaurer la nature au niveau mondial. Du coup, c'est super intéressant. Ça veut dire qu'on a donc 3 cadres là qu'on vous a présentés, le SBTN, la TNFD et le GRI, qui en fait visent tous à la même chose, c'est inciter les entreprises à éviter, réduire leurs impacts, mais aussi contribuer à la restauration, régénération des écosystèmes. Et ça rentre dans les stratégies nature positive. Alors, les stratégies nature positive sont c'est un exemple de stratégie, en tout cas, qui vise à inciter les entreprises à faire ça, donc à réduire
leurs impacts et contribuer à la restauration d'écosystèmes. L'objectif étant d'être net positif d'ici 2030. En fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de bien prendre conscience que juste diminuer les impacts sur la biodiversité ne suffira pas. Parce qu'il faut aussi allouer des fonds à la restauration d'écosystèmes qui nous rendent tant de services. Et donc, c'est ça le principe des stratégies nature positive. Et c'est ce que poussent, du coup, ces cadres-là. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ces cadres demandent à lier biodiversité et carbone et à prendre la chose d'un point de vue systémique, à ne pas penser le carbone sans la biodiversité ou la biodiversité sans le carbone, en tout cas à penser les écosystèmes au sens large. Une petite slide pour vous, justement, pour appuyer sur cette partie contribution à la biodiversité. Et nous, on pense que c'est notre cœur de métier aussi, mais on pense que là, c'est une des grandes avancées aussi qui se trame sur la TNFD, le SBTN et le GRI. Il y a différents indicateurs qui sont proposés par ces cadres-là. Et là, on vous en a mis quelques-uns à l'écran. L'objectif étant sur de la contribution à la biodiversité qui, encore une fois, ne doit pas se substituer à la mesure et réduction d'impact biodiversité, mais les exemples d'indicateurs qui sont poussés par les référentiels, c'est le nombre d'hectares restaurés dans des milieux terrestres, des milieux aquatiques, des milieux marins, la restauration d'écosystèmes et le lien avec l'influence de l'entreprise, c'est-à-dire les pressions exercées dans la chaîne de valeur des entreprises. Voilà, donc là, vous pourrez regarder à nouveau sur ce diaporama les différentes métriques qui sont poussées par les différents cadres. Mais donc, ce qu'on voit, c'est que c'est génial, la contribution à la biodiversité ne va plus être anecdotique. Et pour nous, c'est fondamental parce que vraiment, on en dépend et que la biodiversité, moi, j'en suis convaincue et on en est tous convaincus chez Ecoterie, nous rend tant de services, il faut absolument qu'on la préserve et qu'on réduise, bien sûr, nos pressions sur la biodiversité. Alors, on va avancer sur justement cette partie contribution et donner des exemples concrets. Parce que, donc, encore une fois, sur la partie réduction, mesure d'impact, nous, on n'est pas des experts, même si on connaît le sujet, mais on est plus experts sur la partie biodiversité. Et ça va être l'occasion pour moi d'inviter Louise à nous rejoindre. Donc, Louise, qui est notre experte biodiversité, qui va sur le terrain regarder les libellules, les chauves-souris sur notre terrain et qui met en place des tas de projets. Et en fait, ça va vous permettre à vous d'identifier comment est-ce que vous pouvez contribuer à des projets de restauration d'écosystèmes. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, on en parle, mais c'est dur de s'imaginer concrètement ce que c'est. Donc, nous, c'est ce qu'on fait et c'est ce que notamment Louise gère chez Ecoterie. On propose à des entreprises de contribuer à nos projets et les types de projets qu'on mène, ça peut être des projets liés à la pollinisation, liés à la restauration de zones humides, à la préservation d'arbres à habitat, à la création-restauration de mares, etc., etc. On fait ça principalement dans des écosystèmes forestiers. Mais en fait, ça va dépendre à chaque fois de chaque écosystème et notamment de chaque parcelle qu'on gère. Et donc, on va identifier, on va faire un diagnostic et on va identifier, OK, est-ce qu'on met plutôt tel projet en place ou tel projet. Et donc, vous, entreprise, vous pouvez contribuer à ces projets. Et donc là, on va vous donner quelques exemples. Le premier exemple, ça pourrait être pour une entreprise qui a des impacts sur l'eau et qui se dit je voudrais contribuer à un projet en lien avec l'eau, en lien avec la filtration de l'eau dans les sols. Et je voudrais donc contribuer à un projet de restauration de zones humides ou un projet en lien avec la zone humide. Et donc, je vais laisser Louise nous présenter un exemple très concret de comment est-ce qu'en fait, nous, on gérerait ça sur le terrain et à quoi est-ce que vous, entreprise, vous pourriez contribuer concrètement sur la restauration de zones humides. Donc, merci Louisiane. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous amener en Bretagne, plus précisément dans le Morbihan, sur une restauration de zones humides à Ploerdut, où on a une quinzaine d'hectares. Avant de rentrer un petit peu dans le détail là-dessus,
il y a différentes étapes. En fait, quand on parle de restauration de zones humides, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a dans un premier temps un diagnostic qui est réalisé complet. Puis ensuite, je vais un petit peu plus rentrer dans le détail ensuite, mais ensuite, on a toute une étape de dépôt de dossier. Enfin, on a des travaux de restauration s'ils sont nécessaires sur le site. Pour rappel, juste un petit chiffre comme ça, depuis le XVIIIe siècle, c'est 85% des zones humides qui ont disparu en France. Et ensuite, suite à ces travaux de restauration, on a bien sûr un suivi qui est mis en place avec les mêmes protocoles qui auront été effectués en phase de diagnostic. Et donc, sur les différents inventaires qui sont réalisés sur les sites de zones humides, sur le site de Ploerdut, par exemple, on a fait ce qu'on appelle un diagnostic écologique, donc qui commence au mois de février, qui se termine au mois d'octobre, où on a différents taxons qui sont, sur lesquels on va faire des inventaires. Donc, chaque taxon a des protocoles bien précis qui sont mis en place. Je sais quoi un taxon, Louise. C'est par exemple, ici, on va parler d'avifaune. Donc, l'avifaune, ce sont les oiseaux. Quand on va parler des chiroptères, donc ce sont les différentes espèces de chauves-souris. Les rhopalocères qu'on a ici sur cette slide, en fait, ce sont les papillons de jour qu'on va retrouver essentiellement le jour. Et donc, ensuite, ces différents inventaires vont nous permettre d'avoir vraiment un état des lieux initial du milieu, de savoir dans quel état de conservation est le site. Et ça va nous donner énormément d'informations pour notre gestion et pour les travaux s'ils sont nécessaires. Donc, en fait, le document qu'on va obtenir, là, je n'ai pas mis toutes les espèces qui ont été identifiées sur le site, mais c'est plus pour vous montrer que le fait de faire des inventaires, ça nous permet de vraiment situer, localiser les espèces qui sont présentes et de pouvoir cibler les enjeux par secteur même. Parce que parfois, ici, on parle d'une quinzaine d'hectares. Il y a des sites qui sont plus grands, donc il y a des enjeux qui vont être différents en fonction des parcelles. Donc, c'est important vraiment d'avoir par localisation les enjeux liés à ces espèces. Et on regarde précisément le caractère à enjeu des espèces aussi. Oui, effectivement, c'est ça. En fait, c'est que parfois, on a des espèces qui, globalement, se portent bien dans le milieu. Et puis, il y a des espèces qui sont plus spécialistes ou qui ont besoin de plus de choses spécifiques liées au milieu. Si on prend, par exemple, sur ce site, bien particulier, on a identifié qu'il y avait des espèces donc comme la salamandre tachetée qui n'a pas forcément besoin de certaines choses spécifiques pour pouvoir être présente. Et par contre, on a la grenouille rousse qui, elle, a vraiment besoin de certains paramètres sur les mares. Donc, je vais l'expliquer un petit peu sur les créations de mares qu'on va faire ensuite. Mais voilà, c'est lié aussi à l'état de conservation de ces espèces. Et ça, bien sûr, ça dépend de la région. En fait, c'est pas, ça va varier en fonction de l'endroit où on se situe. Et ensuite, le fait d'avoir cet inventaire, ça va nous permettre derrière de faire un petit peu les préconisations d'action en termes de gestion. Donc, par exemple, ici, à Ploerdut, on a notamment un milieu qui a tendance à se fermer de par la présence de beaucoup de sols qui viennent fermer le milieu. Donc, c'est un arbre. Donc là, il va y avoir des réouvertures de milieux qui sont nécessaires parce que les principales espèces en jeu sont des espèces de milieux ouverts. Juste, ça veut dire quoi, fermer ou ouvrir un milieu? Là, par exemple, ça va consister à défricher une partie du site parce que le devenir d'une prairie, si on attend, c'est une forêt. S'il n'y a pas d'action humaine, je veux dire. Donc là, pour pouvoir préserver justement les espèces qui sont présentes et celles qui pourraient l'être, parce qu'en fait, finalement, on n'a pas non plus toutes les espèces qui pourraient être présentes, qui sont inféodées à ce type de milieu, il va falloir le réouvrir. Et donc, c'est le cas ici, surtout au niveau des sols qui commencent à fermer le milieu. Et ensuite, on s'est rendu compte également que sur ce site, on n'a pas de zone de reproduction fonctionnelle pour les amphibiens notamment. Donc, c'est pour ça qu'on a des créations de mares qui vont être mises en place. Et bon, créer une mare, ce n'est pas juste creuser un trou, en fait. C'est vraiment prendre en considération les espèces qui sont présentes, celles qui pourraient être présentes sur le site et vraiment répondre à un maximum d'enjeux écologiques liés à ces espèces-là. Donc, par exemple, ici, ça va être avoir une morphologie des berges variée, des profondeurs qui vont être variées parce que derrière, ça va être toute une flore en fait qui va se développer, tout un cortège en fait floristique qui va se développer, qui va être vraiment inféodé à ce type de milieu. Et derrière, ça va se répercuter au niveau des amphibiens, au niveau des odonates, parce que comme tu le disais tout à l'heure, un écosystème, en fait, c'est pas juste un milieu, c'est
plein d'espèces où il va y avoir des interactions justement entre ces espèces. Donc, le fait d'avoir une action, c'est tout un tas d'espèces qui vont être impactées. D'où l'importance de cette étape amont de diagnostic pour arriver à prendre en considération vraiment un maximum d'espèces qui sont présentes sur le site et qui pourraient l'être. Donc, ça veut dire que très concrètement, en fait, on récupère, on prend la gestion d'un milieu, on va faire un diagnostic écologique ou un diagnostic, en tout cas sur le terrain. Ce diagnostic va nous permettre de savoir quelles sont les espèces présentes, donc faune-flore sur le milieu, quel est leur caractère à enjeu ou pas. Et suite à ça, on va décider quelles sont les actions, les travaux de restauration, de préservation, de gestion durable qu'il faut qu'on mette en place pour préserver ces espèces ou pour même chercher à réintroduire certaines espèces. Alors, en fait, effectivement, on va vraiment chercher à ce que les travaux même soient réalisés avec des entreprises qui sont spécialisées là-dedans, hein, dans des travaux de génie écologique. Et derrière, on va mettre en place un suivi, du coup, sur ces espèces-là, parce que le suivi, ça va nous permettre, d'une part, donc, de mesurer l'impact qu'on aura eu sur le milieu et aussi, au fur et à mesure, de voir comment la nature répond et d'affiner finalement notre gestion pour avoir vraiment une gestion au plus proche de la nature. Ok, et donc tout ça, en fait, ce suivi, là, on vous parle très terrain et je pense que c'est intéressant pour vous de voir vraiment ce qui se passe sur le terrain parce que, effectivement, Louise passe son temps sur le terrain, toute notre équipe terrain est spécialisée sur la chose. Mais en fait, ces mesures d'impact qu'on fait, elles nous servent effectivement, bien sûr, pour nos fins de gestion durable, pour chercher à réintroduire les espèces ou à les préserver. Mais au-delà de ça, c'est des KPI que vous pouvez ajouter à vos différents reporting. Et c'est là où on fait le lien avec ce dont on a parlé avant, la TNFD, le SBTN, le GRI, etc. On peut vous donner en fait, quand vous allez contribuer à un projet type zone humide dont on vient de parler, on va vous donner des KPI d'impact que vous pourrez intégrer à vos reporting RSE ou vos reporting sur la biodiversité. Et c'est intéressant parce que ça vous permet de suivre l'impact qu'a eu votre financement sur la restauration, par exemple, sur un projet de biodiversité en Bretagne et d'avoir du concret derrière. Juste une petite précision pour pas qu'il y ait de confusion sur la réintroduction d'espèces. En fait, on ne va pas venir réintroduire des espèces. Par exemple, quand on va créer une mare, on ne va pas venir en parallèle mettre des grenouilles dans la mare. En fait, c'est vraiment le milieu naturel qui, derrière, va réagir à plus ou moins long terme. Et ça peut mettre 5, 8 ça ans. Effectivement, ça peut mettre du très temps. longtemps. Donc ça, on a parlé d'un projet très concret sur une zone humide. En parallèle, il y a beaucoup d'entreprises qui dépendent de la pollinisation, comme on en a parlé, toute l'alimentation, toutes les entreprises du textile, etc. Et donc, ça peut être intéressant pour des entreprises de se dire, et nous, on en a beaucoup qui nous disent, voilà, je vais réduire mes impacts sur la biodiversité. En parallèle, je veux contribuer à un projet de pollinisation parce que ça a du sens pour moi, parce que vraiment, j'en dépends à fond. Et donc, qu'est-ce que vous mettez en place? Et donc là, je vais te laisser présenter un autre projet focus sur la pollinisation. Oui, effectivement. Alors, comme beaucoup de projets, comme c'est des projets qui se passent sur le terrain, on a bien sûr une première phase amont de diagnostic pour arriver justement à comprendre, faire un état des lieux initial en fait, pour pouvoir se rendre compte de quelle est la ressource alimentaire sur le site et quel est l'état du milieu justement pour pouvoir derrière agir en faveur de ces pollinisateurs. Parce que quand on parle de pollinisateurs, on parle aussi par exemple des pollinisateurs sauvages. Donc, on va regarder par exemple l'état de nos lisières pour voir si elles sont propices justement au développement des pollinisateurs sauvages. On va préserver des arbres habitats. Dans notre gestion sylvicole, en fait, on met en place diverses essences. Ça, ce sont déjà des actions en faveur des pollinisateurs. Et en parallèle de ça, on met également des actions donc, en faveur des pollinisateurs, donc en partenariat avec des apiculteurs, par exemple. Donc, on travaille en local, donc soit avec des apiculteurs locaux, soit dernièrement avec une entreprise qui fait de la réinsertion de personnes en situation de handicap, avec qui on a travaillé dans la Sarthe, notamment. Et donc là, il va y avoir un suivi qui va être fait aussi au niveau de ces ruches. Et on va faire un suivi au niveau du pollen qui est présent au niveau des ruches, qui est récolté par les abeilles. Et ça va nous permettre d'avoir différentes informations
qui sont très importantes pour notre gestion, justement, parce que grâce à ce pollen, on va pouvoir déterminer, et donc grâce à notre partenaire dessus, donc Biodiversity, on va pouvoir déterminer la diversité floristique qui est présente dessus en termes de ressources alimentaires. Parce que avoir du pollen, avoir une ressource en pollen, c'est important pour les abeilles, mais que ce soit diversifié, c'est important. Je pense que si on mangeait qu'un seul type d'aliment matin, midi et soir, ok, ça nous permettrait de nous alimenter, mais en fait, les abeilles, c'est pareil. Elles ont besoin de plusieurs types de ressources pour pouvoir justement bien se porter. D'où l'importance de mettre en place ce suivi-là pour arriver à comprendre est-ce qu'il y a suffisamment de diversité floristique et à ce moment-là, pouvoir également le prendre en considération quand on met en place, par exemple, un projet de plantation de haies mellifères. L'objectif, c'est qu'à partir du mois de mars et jusqu'au mois d'octobre, les pollinisateurs aient une ressource alimentaire suffisante et suffisamment diversifiée. D'où encore une fois l'importance de mettre en place ce monitoring pour être sûr que notre projet est bien adapté au milieu en question. Ok, super. Donc là, on a une vision assez globale de deux projets qui peuvent être mis en place. Alors, on va terminer ce webinaire avec une petite conclusion qui est que globalement, on a compris qu'on dépend de la biodiversité, qu'il faut absolument la préserver pour la pérennité de nos activités, mais aussi parce que la réglementation et notamment la CSRD va pousser les entreprises à prendre en compte la biodiversité et que des cadres de reporting type SBTN, TNFD, GRI se structurent et permettent d'accompagner les entreprises sur la réduction de leurs impacts, mais aussi la contribution à des projets de restauration d'écosystèmes. Voilà, et donc nous, on est spécialisé sur la partie restauration des écosystèmes et donc, en tout cas, on sera ravis de vous accompagner sur le sujet. Je pense qu'on a des questions. Alors, moi, je n'ai pas la vision de toutes les questions, mais on va répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à les mettre dans le chat. J'arrête mon partage d'écran. Hop, et on va pouvoir répondre à vos questions. Alors, on avait... Hop. Alors, on avait plusieurs questions. Je vais essayer d'y répondre. Alors, bonjour, comment valoriser les services écosystémiques? Alors, il y a des différents cadres qui se développent sur la chose. Si c'est de la valorisation d'un point de vue monétaire, des entreprises travaillent sur le sujet, mais c'est vrai que c'est très difficile de valoriser d'un point de vue monétaire les services écosystémiques. En tout cas, les études montrent que c'est minimum 55% du PIB mondial qui dépendent des services écosystémiques rendus par la biodiversité. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas encore un cadre universel de valorisation des services écosystémiques. OK. Donc, pour information, le chat a été réouvert, donc vous pouvez poser vos questions. Alors, on avait une question sur concrètement dans quelle mesure les entreprises seront contraintes à mobiliser les cadres réglementaires. Donc, on a présenté les cadres de reporting TNFD, SBTN, GRI. Ça, c'est du volontaire. C'est des cadres qui vont accompagner les entreprises dans leur reporting, mais c'est du volontaire. Et sur la partie réglementaire, sur la CSRD, c'est encore en cours de débat sur quelles seront les pressions, les amendes, en tout cas, qui pourraient tomber sur les entreprises si elles ne respectent pas la CSRD. Ça va dépendre aussi de l'application de chaque pays sur la CSRD, c'est-à-dire que la CSRD est européenne et la France va décliner la CSRD en France, et donc ça dépendra pas mal de ça. Donc aujourd'hui, en tout cas, on ne sait pas encore exactement. Hop. Combien de clients entreprises avez-vous? On a 1500 entreprises aujourd'hui qui travaillent avec nous de
tout profil. On a des entreprises de tous les secteurs et de toutes les tailles. On a pas mal de grands groupes, mais on a aussi des entreprises plus petites. Ce qu'on identifie aujourd'hui, c'est que toutes commencent à réfléchir à des sujets de biodiversité. Donc, ça, c'est intéressant. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un secteur en particulier ou une taille d'entreprise avec qui on travaille. Quel est le lien avec la taxonomie de l'UE? Donc, je pense que la question faisait référence à la CSRD. La CSRD est une partie du Green Deal, et le Green Deal a plusieurs textes, dont la taxonomie de l'Union européenne. Et donc, c'est ça le lien. Ils font tous les deux parties du Green Deal. On avait une question sur le label entreprise engagée pour la nature. Je connais peu la démarche et le label entreprise engagée pour la nature, donc je ne serais pas en mesure de donner un avis sur la chose. Tout ce que je sais, c'est que ça fait pas mal parler, donc, et les différents échanges que j'ai eus sur le sujet sont plutôt positifs. Donc j'ai l'impression qu'en tout cas, ce label est intéressant, et donc il prône la réduction des impacts et la contribution aussi d'ailleurs. Voilà. Alors, ça te dit quelque chose cette question? On a Olivier qui nous demande le pourcentage je pense que c'était donc les 55% du PIB qui dépendent des services écosystémiques rendus par la biodiversité. Je pense que c'était ça la question. On a eu une question sur les indicateurs sur les parcelles qu'on donne aux entreprises. Ça dépend de chaque projet, mais peut-être tu veux répondre à cette question. Oui, effectivement, tout à l'heure, quand je parlais par exemple des pollinisateurs, c'était plutôt la diversité de la ressource alimentaire, donc la diversité végétale qui était mesurée sur le terrain, parmi d'autres éléments qui sont mesurés. Par contre, des zones humides, pour le coup, c'est beaucoup plus large. Donc en fait, ça dépend vraiment du type de projet qu'on met en place et des problématiques, des enjeux qui sont repérés sur le milieu en question. Ok, et je pense qu'on a balayé pas mal de questions. J'espère qu'on n'en loupe pas. Ouais, je pense, il y a quand même pas mal de trucs, mais je pense qu'on a à peu près balayé toutes les questions, sauf... Ah oui, les indicateurs de la CSRD donne-t-elle des indices aujourd'hui, tous les textes de la CSRD ne sont pas encore sortis. Ce qu'on sait sur la partie mesure d'impact, c'est qu'il va y avoir plusieurs outils, puisque là, la question, c'est vraiment sur le reporting de la mesure d'impact sur la biodiversité, donc l'impact des entreprises. Il va y avoir plusieurs outils qui seront préconisés dans la CSRD. Donc, ça peut être le GBS, voilà, on sait qu'il y en a plusieurs. Aujourd'hui, ce n'est pas rendu public quelles seront les métriques qui seront préconisées. Je pense qu'on est à peu près bon. Il est midi. En tout cas, on vous remercie pour votre participation. Si vous souhaitez en savoir plus sur les solutions fondées sur la nature, on organise un autre webinaire qui aura lieu le 16 février. On est heureux d'accueillir l'IUCN, qui est l'Organisation internationale pour la conservation de la nature et qui est pionnier sur les solutions fondées sur la nature, puisque c'est eux qui ont défini en 2009 ce que c'était. Donc je vous spoil en avance, mais donc c'est la restauration, préservation et gestion durable d'écosystèmes
pour répondre à des défis sociétaux. Mais on rentrera beaucoup plus sur le sujet. Et donc, on organise ce webinaire ensemble le 16 février. Et donc, vous pourrez vous inscrire directement sur LinkedIn ou via nos newsletters. Vous recevrez toutes les informations. En tout cas, on est à votre disposition. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez contribuer à un projet de biodiversité, si vous voulez qu'on définisse ensemble un projet qui vous conviendrait par rapport à vos pressions, par rapport à vos dépendances. Et voilà. Et nous, notre travail, c'est de contribuer, de continuer à aller sur le terrain et faire des projets concrets de restauration de la biodiversité, mais vous permettre à vous d'y contribuer et de chercher cet impact positif sur la biodiversité en même temps que vous travaillez à mesurer et réduire vos impacts sur la biodiversité. Merci beaucoup à tous et on est à votre disposition pour d'autres questions. N'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn ou par mail. Merci à tous.